Saint-Hyacinthe Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Étant tout juste revenu hier d'une mission d'observation en Colombie, c'est ma première intervention dans cette Chambre depuis la tenue de la dernière élection. Je dis, si on exclut bien sûr le petit appel au règlement que j'ai fait précédemment, mais donc je désire bien sûr profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement les électeurs et électrices de Saint-Hyacinthe-Bagotte qui m'ont renouvelé leur confiance. Sachez que je ferai tout en mon pouvoir pour être à la hauteur de ce second mandat qu'ils m'ont fait l'honneur de me confier. Alors, permettez-moi tout d'abord de dire que je vais tenter d'amener le débat autrement qu'une espèce de petite guéguerre où on se lance la balle sur c'est-tu la faute des libéraux, c'est la faute des conservateurs. Je pense que la faute est partagée. Donc, que ça porte possiblement sur autre chose, ça pourra juste élever la teneur de la discussion. Alors, rappelons d'abord les faits rapidement. L'administration américaine a annoncé la semaine dernière que dès 2022, les droits compensateurs sur le bois d'œuvre exporté depuis le Canada allaient doubler, passant en moyenne de 9 à 18 %. La principale victime, quand on regarde l'ensemble des entreprises touchées, c'est l'entreprise québécoise Produits forestiers résolus, qui écope d'une taxe combinée de 22,66 %. C'est pourquoi le Bloc québécois voulait avoir ce soir ce débat exploratoire et c'est pourquoi également j'interviens à titre de porte-parole de ma formation politique en matière de commerce international. La guerre commerciale entourant la question du bois d'œuvre, ça a été dit précédemment à juste titre, c'est un enjeu qui n'en finit plus de finir, hein? Ça, il faut le préciser. On ne compte plus les occasions manquées pour mettre fin à cette problématique. L'industrie forestière représente 11 % des exportations du Québec. Nos forêts sont source de développement économique, d'emplois, de revenus publics en taxes et en impôts. En plus de présenter une grande valeur écologique, ça faut le dire aussi. Le secteur forestier présente une grande capacité de séquestration et de stockage du carbone et en plus d'inspirer, bien sûr, bon nombre de PME québécoises, de PME innovantes dans la production de bioénergie et de bioproduits. Certains enjeux nécessitent une collaboration planétaire. La question de l'environnement, la question de la lutte au changement climatique, la question du commerce vert, ça en fait partie. Puis notre bois, bien sûr, dans toutes ces questions-là, ça peut détenir une place de choix. La nouvelle guerre tarifaire. La nouvelle guerre tarifaire, elle va être nuisible à tous, ou presque. Pour nous, bien sûr, parce qu'elle pourrait causer une importante hausse des prix du bois et des conséquences graves pour nos entreprises. Et pour les 25 000 emplois directs canadiens qui sont liés aux ventes de bois d'œuvre aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ça ne va pas nécessairement aller mieux non plus. C'est pas juste pour nous. Ils appliquent ça, là, mais de leur côté, ça va être une hausse des prix au niveau de l'habitation. Le prix de l'habitation va augmenter. Ça va priver davantage d'Américains de l'accès à la propriété. Et ce, même si l'administration Biden prétend que l'accès au logement est une de ses priorités au cours de son mandat. Qui gagne au final? Bien sûr, le lobby américain du bois et peut-être quelques politiciens qui voient les élections de mi-mandat arriver à grands pas. Rappelons le fond de l'affaire. Les États-Unis, bon an, mal an, accusent l'industrie forestière canadienne de bénéficier de subventions publiques, nuisant ainsi au secteur américain. La décision américaine relève de ce qu'on pourrait appeler une dynamique structurelle, parce que ça revient souvent. Nous n'en sommes pas à la première crise du bois. 4 rondes ponctuées de conflits commerciaux sont survenus. 82-83, 96, 91 à 96, 86, pardon, je voulais dire avant. 91 à 96, 2001 à 2006. Et nous voilà donc à l'aube d'un 5e conflit. Le Canada a déposé, parce qu'évidemment, le Canada, quand il regarde ça, il se dit, à juste titre, ça n'a pas de bon sens. Il a déposé à de multiples reprises des plaintes devant les tribunaux de l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord de libre-échange nord-américain. Le Canada a toujours gagné ses causes. L'OMC a d'ailleurs affirmé en mai 2020 que Washington n'avait pas agi de façon objective ou équitable et que les tarifs étaient donc illégitimes. Les accords de libre-échange prévoient généralement un temps limite. Un temps limite aux litiges pour éviter que ceux-ci ne perdurent exagérément longtemps. Cependant, sachant qu'ils vont perdre leur cause, la formule américaine, c'est toujours la même. Les Américains, ils vont multiplier les tours de passe-passe pour retarder les travaux des tribunaux d'arbitrage, notamment en déposant des requêtes pour leur faire perdre du temps ou en étant d'une très grande lenteur dans la nomination des arbitres.
Pendant que le temps passe, la situation pour notre industrie forestière dégrade. Le calcul américain, il est donc clair. Établir des tarifs qui seront, et ils le savent, jugés incorrects, mais profiter des années pendant lesquelles ils sont en vigueur pour mettre l'industrie canadienne en faillite ou à tout le moins en difficulté, et pendant ce temps, faire avancer la sienne, lui permettre de se moderniser, lui permettre d'améliorer sa compétitivité et par conséquent prendre une longueur d'avance. C'est ce qui se cache derrière les velléités de guerre commerciale. N'est-ce pas justement ce qu'on peut qualifier aisément de concurrence déloyale? Il me semble que oui. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions manquées de régler ça. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM, voté en cette Chambre en mars 2020, représente à ce chapitre une très grande occasion manquée. Il faut amender l'ACEUM. Le gouvernement aurait pu saisir l'occasion de colmater ces brèches dans le cadre des renégociations du libre-échange nord-américain des dernières années pour que le processus de litige soit beaucoup mieux encadré, pour éviter des trop longs délais lorsque le temps joue contre nous. Il faut également amender la SCOM sur un autre point. Il faudrait y créer un conseil consultatif permanent sur le bois d'œuvre. J'ai tenté de déposer en cette Chambre en mars 2020 un tel amendement, mais celui-ci a malheureusement été rejeté par la présidence. Cela m'amène à vous parler d'une autre urgence, Monsieur le Président, celle de faire reconnaître le régime québécois. Depuis 2013, le régime québécois, il est totalement, intégralement, à 100% conforme au cadre et aux exigences du libre-échange, ce qui devrait lui épargner des soubresauts comme ceux qu'on subit. 25% du bois, il est quand même simple à expliquer le régime, c'est que 25% du bois provenant de la forêt publique va être vendu aux enchères où tout le monde peut soumissionner. Donc, le prix est ensuite appliqué à l'ensemble du bois qui provient de la forêt publique. C'est un système qui est tout à fait comparable à celui qui est en vigueur aux États-Unis, Monsieur le Président. Donc, le prix du bois, il est fixé par le marché, pas par le gouvernement, il n'est pas subventionné, ce qui passe à 100% le test du libre-échange. Il a même été conçu spécifiquement pour ça. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, en revanche, du régime de coupe, du droit de coupe de Colombie-Britannique, qui, lui, est fixé par le gouvernement. Donc, faire reconnaître la spécificité du régime québécois nous sauverait, si vous me passez l'expression pour le dire en bon québécois, pas mal de troubles. Quand on me demande d'ailleurs, puis je fais un petit aparté quand même, c'est la raison pour laquelle je suis en politique, pourquoi je suis indépendantiste, puis que je réponds le droit de signer ses accords et ses traités, ça sonne un peu abstrait quand on dit ça, ça a l'air très théorique. Bien là, on en a quand même un cas assez concret, là. On en a un exemple éminemment concret. Négocier en son nom propre, pour ses intérêts, plutôt que de laisser un État qui n'en fait pas une priorité le faire à sa place, me semble que c'est un cas quand même assez typique là, qu'on a là. À court terme, bien sûr, le gouvernement doit urgemment offrir un soutien à l'industrie par le biais d'un programme de prêts et de garantie de prêts, équivalent aux sommes retenues par Washington. C'est la seule manière de traverser la crise. Ottawa peut également être plaidé pour une exemption du bois provenant de forêts privées. Si la grande majorité du bois qui est coupé au Québec, on parle de 90%, provient de forêts publiques, il y a quand même certaines forêts privées qui ont une certaine importance, qui ont un poids réel dans quelques régions. Donc, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. L'argument évoqué il est quand même très simple, parce que les États-Unis pointent du doigt les forêts publiques. Ils disent que les forêts publiques, ça ne respecte pas les règles du marché, c'est des subventions cachées. Bon, mais pourquoi le bois, dans ce cas-là, provenant de forêts privées, qui n'est pas soumis au régime québécois, précisons-le, pourquoi il est aussi l'objet de ces nouveaux tarifs? Il me semble que ça devrait être un argument très simple pour nos amis du gouvernement. Ça ne devrait pas être très difficile de plaider ça, il me semble. Enfin, puisque les nouveaux droits ne touchent pas les produits transformés, c'est une belle occasion, comme mon collègue de Jonquière le mentionnait tout à l'heure, de développer une chaîne de valeur pour favoriser la transformation de produits forestiers. La deuxième et troisième transformation, on en aurait une belle occasion, une belle opportunité, il me semble. Que fait le gouvernement maintenant? Il nous dit qu'il travaille très fort pour tous les Canadiens et les Canadiennes, que le bois d'œuvre est une priorité et qu'il le défend, et je cite, vigoureusement. Bon, le premier ministre a participé, il y a 2 semaines, au premier sommet trilatéral qu'on appelle des Trois Amigos, et depuis de très nombreuses années. Il a participé il y a 2 semaines. Ça a pris 1 semaine pour on a annoncé des nouveaux tarifs sur le bois. Bon,
ça comprenne que voudra. Il y a quand même un problème ici. Et demain, la ministre du Commerce international va être à Washington. Espérons que les résultats vont être plus probants. Le gouvernement va-t-il adopter un ton plus ferme? Va-t-il riposter avec des mesures sur les produits américains? Il faudra voir, on attend toujours des annonces concrètes. Parce que les mots-clés vides de sens, comme priorité, comme vigueur, ça a fait son temps. Maintenant, une importante... Questions et commentaires, questions and comments. Questions et observations. De Central Okanagan, Smilkameen, Nicolas. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais offrir mes félicitations à le député pour son discours. Et quand le gouvernement libéral a élu en 2015, il y a beaucoup de problèmes avec le mandat public que le gouvernement a fait. In fact, Mr. Speaker, En fait, Monsieur le Président, je me rappelle avoir demandé à ce gouvernement de faire en sorte que dans les lettres de mandat, il y ait le bois d'œuvre. Je me rappelle, lorsqu'on est revenu des élections en 2015, je l'avais fait. Le gouvernement ne devrait-il pas assurer une priorité à cette question à un niveau beaucoup plus élevé, de sorte que les travailleurs canadiens sachent que le gouvernement travaille là-dessus? Parce que le gouvernement ne parle que du bois d'œuvre que lorsqu'il y a urgence en la demeure. Priorité, vigueur, un paquet de mots vides de sens comme ça pendant que des travailleurs et des industries sont en difficulté. À un moment donné, c'est assez les phrases vides. C'est comme les mots-clés. Il faut les ajuster pour dire que c'est bien important pour nous autres. À un moment donné, ça a fait son temps. Il y a des gens qui attendent, oui, ça devrait être au cœur des priorités, mais je suis quand même curieux. Je me demande pourquoi, regardez, le président Biden a organisé le premier sommet des trois amigos pendant plusieurs années, c'est-à-dire des trois chefs d'État nord-américains. Puis une semaine après, il y a des nouveaux tarifs qui sont annoncés. Une semaine après. Si c'est pas ce qu'on peut appeler un grand succès diplomatique avec tout le sarcasme qui s'impose, je ne sais pas ce que c'est. Questions et commentaires. L'honorable député de Winnipeg North. thank you. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais savoir ce que pense mon collègue du fait qu'on puisse prendre d'assaut de nouveaux marchés pour aller au-delà des États-Unis. Bon, on pourrait trouver des marchés secondaires, par exemple, dans l'industrie du meuble, je ne sais pas. En fait, j'avancerais que la plus grande chose qu'un gouvernement peut faire, c'est de trouver des nouveaux débouchés, que ce soit pour le Québec, la Colombie-Britannique ou dans ma province du Manitoba. Qu'est-ce que le député en pense? Pursuing more... D'après lui, est-ce qu'il y aurait d'autres pays vers lesquels on devrait se tourner? L'honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire d'abord que j'aimerais savoir quoi en penser, mais j'ai entendu aucune intention. Bien, j'ai entendu l'intention, mais j'ai pas entendu la chair, j'ai pas vu la chair autour de l'os. J'aimerais être le premier, être capable de vous dire « Hey, j'ai lu la politique proposée, ça a de l'allure, ça serait amélioré, ça, c'est peut-être moins bon. » Mais il n'y a rien. En ce moment, du néant, du vent. C'est encore une fois des paroles vides. Il me demande si je suis pour la transformation, si je suis pour la diversification des marchés. J'en ai parlé. Mais maintenant, quand est-ce qu'on va joindre la parole aux actes? C'est pas nous, le gouvernement, c'est à eux de répondre à cette question. The honourable member for Timmins James. Le député de Timmins James Bay. La taille de bois d'œuvre a un impact énorme pour les communautés forestières dans la Nord-Ontario. Mais aussi, il a provoqué la transformation dans l'industrie, particulièrement l'efficacité et la transformation de l'utilisation des ressources naturelles dans le Nord. Ma question est, où est le plan du gouvernement fédéral de travailler avec l'industrie forestière, avec les régions du Nord, pour développer une alternative, les nouveaux marchés, pour utiliser la transformation et l'opportunité pour l'industrie au Canada? L'honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot. Ma réponse sera très simple, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour cette question, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Il me demande où est le plan. Si je l'avais vu, je pourrais sans doute
lui fournir une réponse. Donc, je devrais malheureusement, avec la plus grande tristesse du monde, conclure qu'il n'existe pas. Et commentaire, l'honorable député de Rimouski-Niagette. Président, je tiens tout d'abord à féliciter mon brillant collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte pour son discours. Monsieur le Président, l'industrie forestière, c'est majeur chez nous. Près de 20 de l'économie bollarantienne, c'est ce que représente l'industrie. Près de 40 des emplois reliés à la manufacture, c'est également ce que ça représente pour l'industrie forestière au Bas-Saint-Laurent. Le passé garant du futur, Monsieur le Président, mon collègue l'a très bien évoqué, on a déjà joué le scénario-là dans ce mauvais film. En 2006, c'est les industries qui ont dû laisser sur la table près de 1 milliard de dollars sur les 5 milliards de dollars qui étaient, bien sûr, imposés en tarifs compensatoires. Monsieur le Président, je demande à mon collègue, c'est quoi la solution pour que le Québec arrête de subir les contre-coups des tarifs douaniers imposés sur le bois d'œuvre de la part des Américains? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue pour sa question. Et puis, je suis de tout cœur avec les travailleurs de sa région qui ont été touchés par ces différents soubresauts et qui risquent de l'être en 2022 si ça se poursuit. Il nous parlait bien sûr de l'entente de 2006. Quand elle a expiré en 2015, il y a eu des belles paroles, mais il n'y a pas eu de nouvelle entente par la suite. Il n'y a eu aucune annonce concrète qui a été faite. Donc, à sa question, comment arrêter de le subir, il faut qu'Ottawa fasse reconnaître que le régime québécois est authentique, puis j'allais dire ou bien, mais ça n'enlève à rien la pertinence de la véritable solution, c'est que le Québec négocie directement ses propres accords en tant que république libre et indépendante. Questions et commentaires, l'honorable député de Kelowna Lake Country. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour son intervention. Nous siégions ensemble au comité du commerce. Plus tôt cette année, on voulait entendre le ministre en juin à propos des tarifs qui s'en venaient. Et je me demande ce que pense le député à propos de cette réunion auquel elle a assisté et a-t-elle été rassurante? Bagotte. Je salue ma collègue, effectivement, mon ancienne camarade au comité sur le commerce international. On avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On avait de très bons rapports. Et concernant regardez, habituellement, la visite habituelle de la ministre du Commerce, ça se résume malheureusement à un exercice où on tente plutôt de manger le temps de questions. Donc, on va poser une question concrète qui exige normalement une réponse courte et concrète. Et on va avoir une réponse qui va commencer par un long préambule. Merci d'être là, merci. De multiples salamalek et formules de politesse comme ça pour manger le temps, dire merci d'être là, merci pour votre pertinence, etc. Puis là, après, on va nous dire on travaille fort pour les Canadiens, c'est une priorité pour nous, on travaille là-dessus avec vigueur, etc. Mais on n'a jamais de réponse de la part de la ministre ou d'ailleurs de pas beaucoup de ministres de ce gouvernement-là. Donc non, ça ne m'a pas rassuré. Et puis même si je l'avais été, j'aurais eu tort de l'être, j'aurais été pas mal naïf. Puis la réponse, on l'a depuis une semaine. Nous avons encore une couple de minutes pour des questions et commentaires. The Honourable Member for Kenora. L'honorable député de Kenora. Merci, Monsieur le Président. Dans son discours, le député a parlé des avantages environnementaux du secteur forestier. Surtout ici au Canada, on a une exploitation qui est très écologique. Et je me demandais s'il voulait nous parler des avantages d'appuyer l'industrie, surtout quand on pense au changement climatique. Tout à fait. Bien, écoutez, je remercie mon collègue pour sa question qui me permet quand même de développer un peu. Je dirais l'industrie forestière, pour les avantages au niveau du fait, puis on a rencontré parfois certaines entreprises extrêmement innovantes qui sont en train de penser des produits dérivés, des bioproduits à base de bois plutôt que d'avoir recours à des énergies du passé. Puis je pense qu'il y a là une voie d'avenir. Il y a une voie d'avenir là-dedans comme dans un paquet d'énergie du futur. Puis je vais vous dire, nous en soi, là, vous savez, on est un parti nationaliste. On n'est pas contre le nationalisme économique. Mais il y a des questions qui vont devoir se régler sur une base continentale et sur une base planétaire, et l'environnement s'en fait partie. Le bois, puis il nous aura fallu des siècles et des siècles à ce que les arbres se développent.
c'est presque miraculeux. Il y a toutes sortes d'études sur les arbres qui montrent que ça n'a que des avantages au niveau de l'oxygène et même au niveau du bien-être. Il y en a qui montrent que ça crée un meilleur bien-être, ça crée des îlots de fraîcheur. Il n'y a que des avantages aux arbres, donc ça peut nous fournir un bois d'une extrêmement grande qualité. C'est sûr que l'industrie forestière n'a pas toujours été à la hauteur. Je me rappelle, il y avait un film qui avait été marquant au Québec qui s'appelait L'Erreur boréale de Richard Desjardins, une grande figure artistique québécoise que tous ici affectionnent du côté de mes collègues du Bloc québécois. Mais heureusement, puis d'ailleurs, c'est le signe qu'il faut que les mouvements sociaux continuent à se mobiliser. La réalité a changé. Donc, aujourd'hui, on a une belle industrie, on a un beau secteur qui peut toujours s'améliorer, bien sûr, tant et aussi longtemps que le soutien public est là, qu'il y a une stratégie, qu'il y a des priorités politiques qui sont posées.